Donc, on arrive à cette indépendance, et puis il y a le 5 juillet à Oran. Et quand je vois, moi, ce 5 juillet, je me dis, ben, là aussi, il y a un travail d'historien à faire, parce que d'un côté, les rares études sur ce 5 juillet, c'était de dire qu'il y a eu des éléments incontrôlés, qu'il y a eu des tueries, des massacres, mais d'Européens, mais véritablement très peu, quoi. Je vous disais tout à l'heure, une vingtaine d'Européens, 70 musulmans. Et tout le monde semblait se complaire là-dedans, quoi, hein, jusqu'assez tardivement. Et puis, d'un autre côté, on avait des associations qui disaient 3000 morts à Oran. Pour une journée, on se pose la question. Ça ne peut pas passer inaperçu. C'est comme ces 1500 morts, 1500 ou 1700 disparus, ça ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'en plus, je démontre que c'est sur ces 1700 disparus, il y en a 600, il y en a 1200, plus de 1200, 1300, qui sont après le 19 mars. Hein. Donc, quand même, c'est énorme. Même pour une population qui est déjà moins d'1 million de personnes, puisque les personnes sont déjà parties. Hein. Donc, imaginez, faites le rapport à l'époque en France, il y a 45 millions de personnes. Si vous faites 45 fois 1700 personnes, ça fait combien? 60 000, 28, ouais, 68 000. Si 68 000 personnes avaient disparu en France de mars 62 à octobre 62, je pense qu'on s'en serait aperçu. Or là, calme plat, on oublie tout, un silence complet qui se fait sur ces disparus. Alors, on arrive effectivement en juillet, il y a cette journée du 5 juillet qui est terrible, dont je montre qu'elle n'est pas, que c'est pas comme ici, voilà, on a un ciel bleu et puis on a un orage qui éclate. C'est pas du tout ça. C'est pas l'orage qui éclate dans un ciel serein. C'est toute une organisation qui fait que le 5 juillet, il devait se passer quelque chose. Effectivement, il s'est passé quelque chose avant. Alors, il y a tout un contexte politique qu'il faut analyser, de lutte au sein du FLN, entre les différentes wilayas, entre les wilayas et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc, c'est une lutte pour savoir qui va prendre le pouvoir en Algérie. Donc, il y a aussi une absence, à un moment donné, de pouvoir pendant cet été 62, qui, effectivement, n'arrange pas les choses. Bon, moi, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait une absence de pouvoir. Mais ce que montrent les archives, et en particulier les archives de la justice, que je n'ai pas mis dans mon livre parce que ça m'est arrivé, je continue à travailler dessus, il y a eu à peu près entre 10 et 12 000 dépôts de plaintes déposés par les Européens d'Algérie entre le 19 mars et fin octobre 62. Alors on le sait parce que toutes les plaintes qui ont été déposées auprès des commissions mixtes, il y avait une plainte qui remontait et qui sont remontées après dans les archives françaises, et les plaintes des consulats, qui étaient déposées au commissariat après juillet 62, il y avait des commissariats algériens, il y avait la justice algérienne, surtout après septembre, ont été déposées par le consulat aux archives des affaires étrangères. Alors, je veux bien, entre 10 et 12 000 plaintes, c'est énorme. Alors, je ne peux pas dire qu'il y en ait une qui est aboutie. Aucune n'a été instruite. Alors, moi, je veux bien qu'on dise, mais bon, il y a eu des choses, mais après, le gouvernement algérien s'est préoccupé du sort des Européens. C'est pas vrai. Puisque le minimum, ça aurait été au moins d'instruire la plainte. Or, aucune n'a été instruite, elles ont toutes été classées. Et classées sans suite. C'est-à-dire que tout ce qui était occupation d'appartements, pillage d'un magasin, vol de voiture, vol d'effets personnels,
plus gravement des viols, des assassinats, des enlèvements. Hein, tout ça, ça a été passé, ça a été classé sans suite. C'est-à-dire que jamais il y a eu la volonté du futur gouvernement, enfin du gouvernement algérien, qui se mettait en place, de suivre, en tout cas, ou de répondre à la demande de justice de ceux qui avaient déposé des plaintes. Donc là aussi, je veux bien qu'on me dise ça s'est calmé, etc. On ne veut pas les faire fuir. Et là, on retrouve quantité comme ça de plaintes qui ne sont même pas instruites. Donc ça veut bien dire qu'on n'en voulait pas non plus. Hein, ceux qui étaient restés et qui disaient ben, on va essayer de rester pour continuer à vivre. Ben, quand ils revenaient, bon, ils étaient partis en juin. Le mari revient 15 jours ou 3 semaines plus tard, la villa ou la maison ou l'appartement ou l'atelier est entre guillemets réquisitionné. Il demande à récupérer. Non, vous récupérez rien du tout. Donc, là aussi, il y a une volonté de dire, vous êtes parti 15 jours, ben, tant pis pour vous. Ça veut dire aussi, on ne vous veut plus dans ce pays. Clairement, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour le gouvernement algérien, ça ne nous regarde pas, ce sont des Français, ça regarde le gouvernement français. Et pour le gouvernement français, comme il veut entrer dans... il veut instaurer un climat serein, de bonne entente, avec la nouvelle Algérie indépendante, il faut que rien ne puisse gêner cette entente-là. Qu'est-ce qui peut gêner cette entente-là? Ça peut être le gaz, le pétrole et le nucléaire. Mais ça, on sait très bien que ça a été déjà bien arrangé dans les accords d'Évian, on sait comment ça fonctionne, personne ne va y toucher, tout le monde trouve son compte. Qui peut gêner, ce sont les disparitions, enlèvement d'Européens, et le massacre des Harkis. C'est aussi quelque chose, un élément qui peut effectivement troubler les relations entre la France et l'Algérie. Or, pour le massacre des Harkis, on va faire quelque chose de très simple. Rapatriement des Harkis de la manière la plus invisible possible, quand il a lieu. On tait les massacres qui peuvent se passer en Algérie, et les Harkis qui sont en France, on les relègue, on les parque, on les met dans des espaces où on les voit les moins possibles. Ce sont des invisibles. Et puis, pour les disparus civils européens, c'est simple, c'est de dire et de faire comprendre aux familles qu'il n'y a plus de disparus. Les disparus, ça n'existe pas. Il n'y a plus que des morts. Hein, c'est-à-dire que l'idée maîtresse du gouvernement, et qui va transiter par l'ambassade et par les consulats, c'est de dire aux familles qui sont sur place et celles qui sont en France, ne considérez plus, mais très tôt, ça se fait très tôt, que votre parent est disparu, est encore vivant, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et pour conforter cet élément-là, le gouvernement algérien et le gouvernement français se mettent d'accord en décembre 62, et c'est signé en janvier 63, se mettent d'accord pour que la Croix-Rouge internationale puisse se rendre en Algérie pour faire une enquête sur ces disparus. Et c'est une enquête qui a lieu d'avril 63 à juillet 63. Assez tardivement. Assez tardivement. Donc, et alors là, on a, quand on consulte les archives de la Croix-Rouge ou les archives du service historique de la défense qui concernent cette enquête de la Croix-Rouge et le rapport qui s'ensuit, on s'aperçoit que les délégués de la Croix-Rouge ont été roulés dans la farine. Hein, parce que, normalement, ils sont autorisés à aller partout. Ils sont autorisés aussi à demander des renseignements à n'importe quelle personne. Ça, c'est ce qui est écrit. La réalité, et les rapports des inspecteurs, enfin des délégués de la Croix-Rouge internationale le disent,
ils n'ont pas pu, non seulement interroger les personnes qu'ils voulaient faire, ils n'ont pas pu se rendre dans les endroits où ils voulaient se rendre, et quand ils voulaient se rendre dans un endroit, il fallait qu'ils indiquent un jour auparavant à l'autorité algérienne là où ils allaient. Comprenez bien que l'armée, à un moment donné, l'armée française, se moquait et raillait la Croix-Rouge internationale en disant mais nous on sait très bien par nos informateurs que demain la Croix-Rouge va se rendre dans telle ferme, mais il n'y a plus personne parce que depuis la veille des camions sont venus prendre les prisonniers puis les emmener ailleurs. Donc quand la Croix-Rouge arrive, effectivement, elle dit ah ben il n'y a rien, ah ben il n'y a rien. Donc on écrit carré. Donc voilà, vous voyez, et finalement la Croix-Rouge conclut en disant eh ben, on ne peut que penser, ou on ne peut qu'avoir une très forte présomption de décès, puisqu'ils ne retrouvent pas les corps non plus, ils ne retrouvent personne. Ils ont été tués, on les a mis on ne sait pas où, mais ils ont tous été tués. Donc ça conforte aussi cette idée qu'il n'y a pas de personnes vivantes après avril 1963 en Algérie. Et les familles qui sont en France, ben, elles sont bien obligées de continuer à vivre avec cette douleur, avec cette souffrance. Alors comme elles doivent tout reconstruire, elles n'oublient pas le disparu. Mais en même temps, si elles ont des enfants, si les femmes ont des enfants, ou les maris, ou les pères, ou les enfants par rapport au père, ils sont obligés d'aller de l'avant. Donc, je dirais presque tout le monde s'accommode à ce que la guerre d'Algérie soit terminée. Et elle se termine avec ces disparus qui ne sont plus disparus, qui sont tous morts. Donc tout s'arrête là. En 63, on continue un peu à parler des disparus à l'Assemblée nationale et au Sénat. En 64, encore une fois. Et puis après, silence total, on n'en parle plus. C'est quand de temps en temps la presse lance publie des articles ou un article comme quoi il y aurait peut-être encore des Européens détenus, ça a l'effet d'un soufflet, c'est-à-dire que ça retombe, alors personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, les politiques n'en parlent pas, seules les familles continuent au travers d'associations d'en parler, mais finalement très peu. Très peu. Il faudra attendre vraiment la fin des années 1990 avec quelques enquêtes pour que des familles puissent témoigner et dire ce qui s'est passé. Jusqu'alors, on ne les écoutait pas. C'était quelque chose... on s'était passé pertes et profits. Sauf que la réalité est que 50 ans après, 45 ans après, ou 48 ans après, les choses ressortent. Parce que des familles qui ont vécu pendant 50 ans avec ce drame, avec cette douleur, à un moment donné, elles sont obligées de le dire. Elles sont obligées d'avertir. Moi, j'ai appris, par le livre, j'ai appris qu'il y avait un Jordi dedans. Je ne savais pas qui c'était. Hein. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, mais il y a un Jordi qui est dedans. Il me dit, oui, c'est mon cousin Germain. Je lui ai dit, tu n'en as jamais parlé? Mais, ah ben non, parce que il est parti pour travailler, on a retrouvé son vélo, et puis, point final. Point final. On ne sait pas. On ne sait pas. Sauf qu'après, effectivement, dans des dossiers, moi, je le retrouve. Donc, voilà, on ne parle pas parce que si on parle, on ne va pas être entendu. On ne va pas être écouté. À quoi ça sert de parler? De toute manière, on est dans un contexte idéologique que si on dit notre souffrance, on va nous opposer notre souffrance. Et qu'on va se renvoyer comme ça des souffrances de l'un à l'autre. Et donc, on n'avance pas quand on dit notre souffrance.